Quand on pose la question du financement de l'université, on est pris avec toute une tuyauterie qui mène vers l'université. Différentes sources de financement qui ont des variations, des aléas, puis dont tous les tuyaux aboutissent à l'université. Si tu veux faire l'histoire, si tu veux regarder le financement des universités, il faudrait que tu gambades à gauche et à droite les subventions du fédéral, les subventions des chaires du Canada, les subventions de recherche, les subventions de base du ministère, les subventions des différents ministères qui donnent des contrats, les subventions de travail. Tu as affaire à une panoplie de sources de financement de l'université. Puis c'est bien difficile de les composer ensemble pour dire qu'est-ce qui arrive avec le financement de l'université en général. Puis c'est d'autant plus compliqué que tu n'auras pas d'histoire de ça. C'est tous des machins qui ne savent pas ce qu'ils faisaient il y a 10 ans. Donc tu peux bien dire, voilà en gros l'ensemble des tuyauteries qui mènent à l'université et qui apportent son argent. Mais demandez-moi pas comment ça se compare à ce qui se passait il y a 10 ans. On a des instantanés. Moi, je me suis dit, on pourrait faire une étude de cas. L'étude de cas, c'est une heuristique qui consiste à dire que, dans le contraire, prenons une affaire bien synthétique, bien localisée, avec une frontière très définie, une université, puis regardons qu'est-ce qui tombe dedans. Venant d'où, comment ça va. On va regarder ça du bout receiving end. De bout où ça arrive, plutôt que les différentes politiques qui déterminent les différentes attitudes vis-à-vis des universités et donc des subventions. On va regarder ça du bout du résultat du produit de financement universitaire. Et je me suis dit, je vais regarder le cas de Laval. Or, comme heuristique, pour avoir une idée de quoi ça a l'air globalement. Mais à mesure que je me suis penché sur le cas de Laval, je me suis rendu compte que Laval, ce n'était pas un cas particulier, c'était, comme toute chose, la moyenne. Ce n'était pas un cas particulier, c'est un échantillon. Quelqu'un aurait voulu faire un échantillon du réseau universitaire québécois, il aurait inventé l'Université Laval. C'est une université complète. Si je prends Bishop pour regarder, bon, ben, il y a toutes sortes de tuyauteries de financement de l'université, je regarde l'université Bishop. Il y a juste des lettres et de la théologie. Si je prends Montréal, ils ont mis leur sciences et génie à côté, école polytechnique, puis ils ont mis les écoles de commerce à côté. Ben, l'université de Montréal, c'est différent. C'est une partie du réseau universitaire québécois. Bon. L'université Laval est une université complète. Elles ont intégré au sein du même périmètre comptable, puis de la même réalité institutionnelle, l'ensemble des disciplines qui se sont développées. Elle est un très bon représentant de ces proportions. 14% des étudiants en province, 18% des diplômés, c'est normal qu'elle fasse plus de diplômés que la moyenne de la province, parce que c'est une université des 3 cycles. Tout à fait d'universités qui n'ont pas de 3 cycles. C'est des proportions stables, qui en font un échantillon. Le ratio, on prend n'importe quelle proportion. Le ratio homme-femme à l'université, le ratio 3e cycle, 1er cycle, on prend n'importe quelle proportion, bang, on est toujours sur la moyenne nationale. Je vous donnerai d'autres exemples. On va faire un chapitre sur la représentativité de l'Université Laval. Je vous en donnerai des indications en cours de route. Ça m'est apparu à mesure que je sondais l'affaire, qu'elle était représentative et elle était à peu près constante dans le temps. Puis elle a un avantage pour l'examen historique, c'est qu'elle a une bonne bureaucratie webérienne. Les gens ne sont pas beaucoup pour comprendre une bureaucratie de fonctionnaires professionnels, consciencieux, minutieux, tatillons, qui vont te gossouiller les chiffres jusqu'au demi-dernier étudiant et qui ont des méthodes comptables assez stables dans le temps, ce qui fait que l'historien de l'Université Laval a pu remonter à la fin du 19e siècle et compter le nombre de diplômés par faculté, c'est disponible.
Et mieux que ça, d'avoir des données fiables, solides, constantes, professionnelles, concernant son propre fonctionnement, la réflexivité des bureaucraties. Depuis un bout de temps, toutes ces données ont été mises numérisées. Ben là, c'est le paradis du microscope. On a un looking glass. On peut regarder comment le réseau universitaire québécois a évolué à partir d'un cas qui est bien documenté. Donc, c'est ça qu'on va faire. Tout ce que je vais dire ici vaut pour l'ensemble, pas pour l'ensemble des universités québécoises, elles sont toutes différentes. Mais pour le réseau universitaire québécois, on est dans la moyenne aussi. Jusque dans le détail, d'ailleurs. Je vous donnerai un exemple là. Donc, tout ce que je dis sur l'évolution du financement de l'université, que ce soit sur le thème de faire sa part, ou sur le thème de distinction des trois universités, vaut pour l'ensemble de l'État. Et plus largement, je veux dire aussi que moi, je suis un patriote institutionnel. Je veux dire qu'il n'y a rien de ce que je dis ici que c'est une critique du cas particulier de l'Université Laval. Au contraire, je pense que ce qui va mal à l'Université au Québec, ça va plus mal ailleurs. Et que ce qui va encore à peu près correctement, ben ça va mieux à Laval. Donc, je ne me sers pas de Laval comme cas particulier. Je m'en sers comme illustration de ce qui se passe dans l'ensemble. On va commencer par l'examen des données, par l'examen de la source proprement financière des données ou des données publiques. Quand j'ai fait la première fois cette étude-là, puis c'est banal, là. Je dis, bon, ça fait combien une matrice importante, 70, pas mal de colonnes. Puis, bon, les données existent, mais. Fait bon. Quand j'ai été mis là-dessus, c'était pour une réunion de la très haute administration de l'Université Laval, l'Assemblée annuelle des administrateurs, qu'on m'avait demandé un exposé de ce qui était ma conception de l'évolution du financement de l'Université Laval. Ça s'arrêtait à 2007, je l'ai mis à jour pour 2010. Je l'avais d'abord en grande partie fait à la main, faisant le tour des états financiers qui sont publiés à chaque année de l'Université Laval. Ce résumé des états financiers, ça a des centaines de pages. Ceci, c'est une agrégation. Cette agrégation des états financiers, puis j'avais prélevé des données intéressantes, ce qui m'intéressait, notamment dans les états financiers, puis ensuite les données du résultat, du fonctionnement de l'université, la diplomation, des étudiants. Alors, c'est ça que ça donne, c'est accepté de tout le monde. Il y a certains chiffres là-dedans, examinons un peu, je suis quand même mon plan. Examinons un peu cette affaire-là. Vous avez une colonne en blanc et une colonne machin. Les données sont toujours présentées avec une petite comparaison avec l'année passée. Ici, on regarde la colonne en blanc pour les données financières. Il y a une petite sémantique des colonnes ici qui est importante de comprendre. Vous avez fonds de fonctionnement. On va s'intéresser surtout dans aux revenus des universités. Par où rentre l'argent? La tuyauterie que mène à l'université, je vais regarder par où elle tombe à l'université. Alors, on va s'intéresser aux revenus. La première chose, il y a la sémantique des colonnes. Fonds de fonctionnement, il s'appelle aussi, dans la littérature, puis l'université l'appelle souvent comme ça, fonds sans restriction. En anglais, on dit unrestricted ou operating fund. Fonds avec restriction, qui sont assez anciens, qui datent des années 65, je dirais tout ça bien. Puis ensuite, 3 fonds qui sont de date plus récente, fonds des immobilisations, fonds de dotation, fonds de souscription. Ce qui nous intéresse, c'est plutôt de distinguer les campagnes de financement, qu'est-ce qui rentre par là, les dons faits à l'université et les subventions spéciales du gouvernement au titre des immobilisations. Et on a une partie des immobilisations qui est dans le budget de fonctionnement, dans une première colonne. Donc ça ici, ces revenus-là, j'ai pris ici une année quelconque, c'est quoi, de 2006, parce que c'était encore sur une seule page, à partir de 2007. Donc, ça, les plus gros chiffres. J'ai pris cette année-là, je vous montrais. Ça ici, fonds de fonctionnement total, c'est
ça qui finance le fonctionnement de l'université comme vous la connaissez. Les secrétaires, les professeurs, le chauffage, etc. Le fonds, bon, 436 millions. Les dépenses totales de l'université, dans les 700 millions, maintenant approchant les 800 millions. McGill, le milliard, Montréal aussi. Une grosse dépense. Mais ça ici, c'est souvent de ça qu'on parle. Le fonds de fonctionnement. C'est ça qui fait de l'enseignement. C'est ça qui entretient le campus. Vous voyez qu'un chiffre ici va nous intéresser. Le total des droits de scolarité payés par les étudiants. Un autre chiffre qui va nous intéresser, la subvention du ministère, qui est 302 millions sur des là, les étudiants payaient 60 millions, 60 millions, 60 millions de droits de scolarité, le ministère versait 232 millions. Vous voyez la combine. C'est avec ça qu'on peut marcher l'université, c'est dans ça que notre adjoint au vice-rectorat au financement, et c'est là qu'il est coincé, c'est là-dedans qu'il faut qu'il se démène. Il y a une autre chose qui est apparue qui s'appelle le fonds avec restriction, qui est l'ensemble des subventions ou des entrées d'argent à l'université qui ne peuvent pas être dépensées librement. On l'a appelé, quand on l'a inventé, c'est les Américains qui l'ont inventé, le fonds avec restriction. Ça vient du fait que les fondations américaines, Carnegie, Ford, Kellogg, toutes les grandes fondations américaines, ou les mécènes aussi, particuliers, les Bill Gates de ce monde, ils mettaient de l'argent dans les universités en disant « Je voudrais que tu construises un cours pavillon qui portait mon nom. » Ou « J'aimerais que tu développes des études sur le cancer dont ma mère est morte. » Et j'étais ça dans l'université. Les universités faisaient ce qu'elles voulaient. Alors, il y a des fondations. Les fondations ont été créées après la guerre civile, quand est apparu l'impôt fédéral. L'impôt fédéral aux États-Unis a eu immédiatement une petite clause qui disait si une société qui fait des affaires à cheval sur plusieurs secteurs américains décide de mettre une partie de ses profits dans une fondation charitable quelconque, alors c'est exonéré d'impôt. Alors, toutes les grandes fondations qui sont nées à ce moment-là, c'est une mode des années 1880, pour créer des machins qui sont extrêmement puissants. On pompe de l'argent là-dedans. Puis après, on s'en sert, Veblen avait dénoncé ça au début du siècle, on s'en sert au titre de la philanthropie claire d'impôt, on s'en sert pour avoir de l'influence dans la société, changer les pratiques, etc. Comme c'est à l'origine, les subventions des fonds de recherche, des fonds, des fondations, en origine des sociétés financières, ça a dès le début une idée financière qu'on va appeler l'effet de levier. C'est toujours l'espoir qu'avec peu d'argent, j'ai tiré des profits, qu'en fait, sur lesquels je n'ai pas payé d'impôts. Donc, ça s'appelle pour l'État une dépense fiscale. L'État a dépensé sa fiscalité. J'ai devais 10 millions, puis l'État a renoncé aux 10 millions. Il a dépensé la fiscalité, il me le laisse, et moi, je peux agir librement dans la société avec. La Ford Foundation est devenue une véritable instance diplomatique qui influençait les pays étrangers. Ils ont subventionné l'Alliance pour le progrès, ils faisaient des alliances avec la CIA. Raymond Aron s'est fait pogner dans ça, enfin, tout le temps des fondations. Ils mettaient de l'argent dans les universités, donc, dans l'esprit de l'effet de levier. Si vous regardez c'est quoi l'exemple de l'effet de levier, vous allez au HEC, vous avez l'idée financière de l'effet de levier. C'est marqué partout, les escaliers, les marches, les tuiles, les briques, les classes, les salles, tout a un nom de compagnie, Bel Air, Deloitte, etc. Là, la SNC, et ils ont mis 14% dans la construction du business, de l'école, qui est détampée compagnie à grandeur. Et c'est le peuple qui a payé, puis c'est marqué nulle part, le peuple, il n'y a pas une seule brique qui est marquée. C'est le peuple qui a payé 86%, les compagnies s'en sont appropriées la rue pour 14%. Donc, l'effet de levier substantiel. La même chose avec le fonds avec restriction. Les universités sont obligées d'inventer une méthode comptable qui dit, bon, là, ils exigent, ils veulent voir leur maudit argent, qu'on le consacre bien à des recherches sur le cancer, qu'on le consacre bien à ceci et cela. Donc, on va leur créer une colonne, on va dire, regarde, c'est là, ton 50 millions, puis voici à quoi on a dépensé. Les universités ont été obligées de s'en aller vers des comptabilités des finances industrielles à cause de ça. Au milieu du siècle, encore aux États-Unis, on disait qu'il y avait des tayloriens, des spécialistes du management qui examinaient la fonctionnement des universités. Ces universités, là, c'est quoi leur méthode de comptable? C'est la méthode des deux boîtes de chaussures.
Il y a une boîte dans laquelle le recteur il a ses factures à payer, puis il y a une autre boîte où il met les factures une fois qu'elles sont payées, que la secrétaire les enfile sur une tablette. Deux boîtes de compte. C'est ça le méthode comptable. Alors, il a dit qu'il faut restructurer la comptabilité, puis on a inventé cette méthode des deux fonds. Le fonds avec restriction, c'est que l'université n'est pas libre de le dépenser. C'est déjà la trace d'une extériorisation de la régulation de l'université. Il y a une partie de son argent qui est normée, que voici comment on va le dépenser. Et par opposition, on va appeler le fonds sans restriction. On l'appelle justement sans restriction parce que dans les sociétés démocratiques modernes, il n'est pas bien de donner des restrictions à la science. On ne peut pas dire à quelqu'un, l'État finance l'université, mais à condition que vous pensiez ceci, que vous fassiez ceci, à condition que vous n'enseignez pas la sociologie, par exemple. J'ai réussi à résumer ça avec Laval. C'était mal tourné. L'État doit être sans restriction. Et il doit financer l'université, puis l'université agit au mieux de sa connaissance pour reproduire les sciences, les arts, le métier, la culture, tout cette affaire, au mieux de ses connaissances. Et donc, c'est pour ça que c'est bien nommé sans restriction. Mais depuis l'invention des années 60 de cette comptabilité-là, la découverte de la possibilité d'action de l'université est devenue très importante. Je m'excuse d'être là-dessus, mais c'est un peu important. Ce qui fait que, quand Laval a adopté la méthode des deux fonds, en 69, le gouvernement qui finançait l'université, l'esprit de la restriction est rentré dans l'esprit. Alors aujourd'hui, même ce qu'on appelle, tant et si bien qu'on appelle la subvention du ministère sans restriction, et dans la colonne sans restriction, vous devriez voir la description du cahier de 160 pages qui dit voici comment le ministère va donner de l'argent aux universités. C'est que des restrictions. Il y a une enveloppe, c'est des enveloppes, pas des enveloppes brunes, mais des enveloppes. Il y a une enveloppe pour l'enseignement, il y a une enveloppe pour l'enseignement des sciences, il y a une enveloppe pour l'enseignement aux autochtones. Puis à chaque fois, il y a des formules de partage. Puis ça va des enveloppes pour la publicité, des enveloppes pour le passage à la nouvelle comptabilité. Une enveloppe de 50 millions cette année sera attribuée pour le passage à une nouvelle technique de comptabilité entre les universités. Et ça sera attribué en proportion de leur chiffre d'affaires total. Et ainsi de suite. À un moment donné, vous même des petits programmes spéciaux, une petite enveloppe. Une enveloppe de 30 000 $ pour l'université Pékin. Tu sais, quand tu vas dans le détail, c'est amusé. Vous savez la publicité où on voit l'université McGill qui dit même de nos médecins qui travaillent au Québec. Oui, il y a des médecins de McGill qui travaillent au Québec, mais contribuant sur le Québec, ils ont eu 30 000 $ parce que il y a beaucoup d'enveloppes, il y a beaucoup de contraintes qui apparaissent ici dans le fonctionnement. On doit retenir ici, c'est ce principe d'extériorisation des régulations de fonds avec il va se développer, il va être au principe de ce qu'on va appeler tout à l'heure dans les trois universités. C'est-à-dire, on va se rendre compte que on ne peut pas orienter le développement de l'université avec la maudite subvention globale du ministère parce que on peut bien mettre des enveloppes et des programmes qui vont être financés, mais on est obligé d'offrir à tous. Puis toutes les universités se développent avec le même argent, avec les mêmes règles. Tandis que le fonds avec restriction, auquel les compagnies s'enchaînent de dire je vous donne 100 000 $, mais à condition que vous fassiez ceci, le gouvernement va se mettre à dire mon Dieu Seigneur, notre argent dorénavant, il faut qu'on le rentre dans la deuxième colonne. Si on veut orienter, réguler le développement de l'université. C'est que même les gouvernements vont devenir des grands pratiquants de la deuxième colonne. Et les grands pratiquants de la deuxième colonne, c'est les fonds de recherche. Ils vont tendre à définancer l'université en général, dans la première colonne, et à faire transposer le financement vers la deuxième colonne, les fonds de recherche. Parce que les fonds de recherche ont un avantage inouï. Tu veux leur mettre des restrictions, tu peux leur mettre des cibles, étudier sur l'adaptation des Canadiens à la nouvelle économie. Bon, là, t'offres de l'argent aux universités, mais à condition que vous penchez sur ce problème-là. Puis t'offres de l'argent aux universités dans des enveloppes à ton goût de subventions de recherche
il est venu régler un problème qu'on avait depuis 30 ans. Il y avait eu une commission, 2 ou 3 commissions, la commission de 76, la réforme de l'université, puis la commission Maheu, où tout le monde se disait l'université devrait être rationalisée. Il devrait avoir le type et les rôles. Dès qu'ils font juste du premier cycle, dès qu'ils font juste du deuxième, troisième cycle, dès qu'ils font de la recherche nucléaire, dès qu'ils font de la recherche en génie. Ça devrait être rationalisé. Les universités refusent, les universités, tant qu'ils leur donnent de l'argent. Eh bien là, les universités, toute organisation doit atteindre sa sphère opératoire. N'était pas capable de rationaliser la maudite université. Ce qui fait que l'Université du Québec à Rimouski, à Lévis, vient d'ouvrir une école de commerce juste à côté de l'autre école de commerce. La vraie rationalité est venue par la deuxième colonne quand on s'est dit que mon Dieu Seigneur, les fonds de recherche, on peut faire évoluer l'université à notre goût en décidant qu'on prend de plus en plus d'argent qu'on donne en fonds de recherche, et les fonds de recherche, on les regroupe par famille. On a des fonds, on fait 3 organismes. On a des fonds de recherche dans les humanités, fonds de recherche dans les sciences et techniques, fonds de recherche en santé. Et maintenant, on va leur donner l'argent à notre goût, selon les bonnes proportions. Et donc, on va voir tout à l'heure que, en réalité, même, les rationalisations, les tentatives de rationalisation ont toutes échoué, sauf une qui fonctionne de manière merveilleuse, c'est la rationalisation en 3 universités. C'est très difficile de voir ça comme ça entre étudiants et entre profs. Aux syndicats, on ne fait jamais m'entendre là-dessus. On est une grande fraternité. Bon. Mais pour les gouvernements, pour l'OCDE, pour les think tanks internationaux, il y a 3 universités, mais elles sont vraiment maintenant divisées. Il n'y a plus un gouvernement qui regarde l'Université Laval, il voit une université. Il voit une grosse machine de santé, il voit une machine de sciences et techniques, puis il voit une flopée d'humanité. Puis ça, là, il finance ça comme il veut. Puis il fait le pluie et le beau temps là-dedans, comme il veut, avec la tuyauterie des frais de recherche, qui sont devenus une chose très importante dans le fonctionnement de l'université. On en parlera tout à l'heure. Donc, il y en a 3 universités, puis ça a été fait grâce à la deuxième colonne. C'est pour ça que je vous dis qu'il y a une sémantique des colonnes. C'est ici. Autre subvention, 175. Le ministère nous donne 300 millions pour faire marcher tout l'enseignement, la recherche, le chauffage, le secrétariat, les réparations mineures, les réparations majeures, etc. 300 millions. Tu obtiens le gouvernement ici, puis tu obtiens le gouvernement un autre 175 millions. dont mon vice-recteur adjoint dit « Mais c'est pas mon argent, ça, c'est l'argent des professeurs. » Ah, voilà. Pas touche. Ils ont été obtenus sur certains programmes, à certaines visées, à certains buts qui sont aux mains de certains professeurs. Alors, tout ce que l'université fait avec la deuxième colonne, c'est qu'elle abrite ceux qui dépensent cet argent-là, mais elle n'a pas d'affaire à toucher en dessous. Elle ne fait que l'administrer. D'ailleurs, elle se fait payer un pourcentage d'administration, ça s'appelle les frais directs de la recherche, parce qu'elle abrite des chercheurs qui appartiennent à une autre logique. Bon. Bon, revenons à nos données. Tout à l'heure, on avait trois strates du budget. Le deuxième assistant, on va procéder. Ça, c'est là. Ça, c'est le budget total des universités. Exemple, les couleurs, ça peut être pas classe. Ça, c'est l'évolution historique du budget de fonctionnement, du fonds, sans restriction. Ça, c'est l'évolution historique du budget sans restriction ces dernières années, 2011. Puis ça, c'est l'apparition des trois récents budgets qu'on a séparés, les campagnes de souscription, les campagnes de dotation, puis les campagnes, puis les subventions ad hoc du gouvernement pour la construction qui avant n'étaient même pas budgétées. On a séparé ça, on en a fait un fonds. On a fait 3 fonds, sinon la somme, c'est le pas. Donc ici, vous avez 2 choses. Vous avez en même temps le fait que l'Université Laval est devenue plus grande, puis vous avez l'inflation, puisque c'est des données financières en dollars courants. Donc, si on descend en confiance, ce serait que l'Université Laval n'a pas si grossi. Peu importe, voilà ici le budget réel de l'université, c'est ça qui est les 780 800 millions pour les dernières années.
Mais revenons à nos données, on avait le premier chiffre, je vous ai dit qu'on s'intéresserait d'abord au premier chiffre, c'est les droits de scolarité des étudiants. Alors, si on regarde ce premier chiffre-là, il était en 2006, 59 millions. Droits de scolarité en dollars courants à l'Université Laval. C'est en millions. Tout à l'heure, on était en 2006. Ça devrait donner dans les 50 millions. Puis ça, c'est dans les 80 millions. C'est les droits payés par les étudiants. Évidemment, ça augmente, il n'y a pas de surprise. On va reparler de ceci tout à l'heure, mais vu comme ça n'a pas grand sens. Il faut compter ça, il faut regarder ça par étudiant. Les droits de scolarité payés par étudiant. Alors, si on met ça par étudiant, c'est quoi? Non! OK, ah, ça, si on revient à l'autre illustration, j'avais dit ça en 2007, là, j'avais dit, dans 30 pays, depuis 20 ans, on dit qu'il faut que vous augmentiez les droits de scolarité, puis les gens croient que ça va augmenter le financement de l'université. Ça n'augmente pas le financement de l'université, ça dégage le gouvernement. En faisant payer plus les étudiants, il reprend son argent et il le met dans le financement à la technologie des entreprises. Donc l'OCDE dit que c'est la seule chose efficace pour attirer une multinationale, subventionne la recherche. La recherche et le développement. Donc, où se prend l'argent? Tu augmentes les droits des étudiants, tu dis ça va rendre l'université plus riche, puis là tu reprends de l'argent par en dessous. Alors, si on regarde précédemment, vous aviez ceci, qui était une hausse des droits qui était faite par 90 par Claude Ryan. On y reviendra sur cette hausse des droits-là, il avait bâti ça de 500 à 1600. Pas une grève. Les gens disent, ça va à la ruine, les universités, faites votre part. C'est pas qui va part? Graphique de la presse, peut-être? Et dans les années qui ont suivi, la subvention du ministère a diminué. Pas juste en dollars courants, elle a diminué en dollars constants. En dollars courants. Bon. Ceux qui peut être un petit pronostic, que ça veut dire augmenter les droits de scolarité, ça veut dire dégager le gouvernement. Et ce n'est pas quelque chose en plus. En 91, quand Ryan a triplé les droits de scolarité, ce montant d'argent-là n'a pas été en plus pour les universités. A été en plus pour le gouvernement qui a inventé des agences de financement de la technologie. Et on est maintenant un des premiers dans le monde, on est réputé mettre 2% du produit intérieur brut en financement de la recherche et du développement. On se trouve dans le paradis de la recherche et du développement, tant notre effort de ce côté-là est grand. L'argent vient des universités. Bon, c'est juste pour vous expliquer. Ça c'est parce que c'est la subvention du MEL en dollars courants, 2 aides. On va illustrer ce qui va arriver. Prochain graphique, c'est ici, tout à l'heure, on avait l'augmentation historique des frais des étudiants, mais pas EDP. Alors là, pas surprise. Tout à l'heure, ceci s'en allait comme ça. Maintenant, il est plat parce qu'on ramène ça par étudiant. Alors, on est obligé de faire un petit chapitre, on est obligé de faire une parenthèse sur les EDP. Parce qu'il y a quelque chose là qui est encore politiquement pas drôle. Mais il faut aborder le problème. Qu'est-ce que c'est qu'un EEETP? Ce sont les effectifs étudiants équivalents temps plein. Le gouvernement, quand il donne la subvention du MEL, comme vous l'avez dit tout à l'heure, il la distribue aux universités selon les effectifs, selon les étudiants. Mais il y a beaucoup d'étudiants qui suivent un cours, 2 cours, je ne sais pas ici combien ont 5 cours, mais on considère qu'un vrai étudiant, c'est un étudiant à temps complet. Et donc, on fait un calcul compliqué pour ramener l'étudiant à un cours, l'étudiant à 2 cours. L'étudiant à un cours, ça en prend 5. C'est ce qui fait qu'on a, à Laval, mettons, 29 000 EEETP, mais 45 000 noms sur la liste des étudiants. Mais on a seulement 29 000 étudiants. Des équivalents temps plein. Et c'est cette base standardisée-là
qui sert, on mesure ça dans chaque université, c'est son EETP, puis on distribue l'argent selon le volume des EETP. Juste ça, juste une remarque en passant, la bureaucratie qui est nécessaire d'avoir pour réaliser ce calcul-là, c'est une beauté. Hein. La 2, la direction générale de la gestion des effectifs étudiants universitaires, il doit avoir le document 160 pages qui, à chaque année, dit voici les règles de collecte des données nécessaires à arriver à un chiffre. 29 000 pour Laval. Hein? 18 fois, 18 chiffres qu'il nous faut pour chaque université. C'est un monstre administratif. Mais c'est rigoureux, c'est précis. Ça compte jusqu'au tiers d'étudiants, au centième d'étudiants. Tu arrives à la fin que l'Université Laval a 29 000 McGill en a 25 000. Le EETP, c'est trop facile de s'arrêter là. C'est la première opération du calcul du partage d'argent entre les universités. La deuxième opération, c'est EETP. EETP. L'effectif étudiant équivalent temps plein pondéré. Parce que, c'est là qu'il y a le problème, c'est que les étudiants universitaires, il y en a des petits, il y en a des très grosses. Ils ont différentes grosseurs d'étudiants. Et selon la grosseur d'étudiants, le financement varie. Alors, vous avez l'exemple ici des pages, des règles budgétaires, c'est un document aussi qui fait dans la 200 pages. Vous avez la liste de pondération qui a été demandée et obtenue par les recteurs en 2004. Avant ça, c'était beaucoup plus simple. Tu avais droit médecine, humanité, reste homme. Là, c'est devenu très sophistiqué. Le poids des étudiants. La pondération. On va prendre nos 29 000 équivalents temps plein, on va mesurer chacun par son poids. Étudiant de sciences sociales, on le multiplie par 1,07. Pas lourd. Étudiant de lettres, on le multiplie par 1. Étudiant de sciences de l'alimentation, on multiplie par 5. Étudiant de foresterie, on multiplie par 8. Pourquoi? Parce que ça coûte très cher un étudiant d'alimentation. Bon, j'avais compris, mais ça coûte très cher. Ça s'appelle la théorie des coûts observés. Plus une faculté a trouvé le moyen que ça coûte cher son enseignement, plus le ministère dit, je regarde ça, donc vous autres, c'est bien cher, donc je vais vous financer vos étudiants plus cher. Donc, il y a une pondération des étudiants qui va de, comme vous voyez, la base c'est 1, lettres, ensuite on passe à sciences sociales et humaines 1,7, ça on est dans le premier cycle, médecine dentaire 8, alimentation, agriculture, foresterie 6, 5,5, puis ensuite pour le deuxième cycle. Donc ça va de 1, le poids d'un étudiant universitaire, il va de 1 à 10. Au doctorat, il y a des étudiants de 6, au doctorat, il y a des étudiants de 10. En gros. Si on regarde une autre page du même document, où là c'est le calcul par université, vous avez combien d'étudiants temps plein? 29 000. Ils pèsent chacun combien? Il y en a un que je multiplie par 10, l'autre je le multiplie par 1, lui je le multiplie par 7, lui je le multiplie par 8. Ce qui fait qu'au total, si on prend Laval, on a 71 000 étudiants temps plein pondérés. Et c'est ces 71 000-là qui va servir à son financement. C'est marqué en haut, il va être financé à combien? 3 527,65 $. Un étudiant pondéré, on sait qu'un étudiant de lettres, sa pondération c'est 1, donc un étudiant de lettres, l'Université Laval va recevoir 3 567 $ pour l'enseigner, pour faire fonctionner toute l'université, le budget de fonctionnement. On va recevoir 3 567 $ pour l'étudiant de lettres pondéré. Pour l'étudiant de doctorat en médecine pondérée, il va recevoir 35 600 parce que c'est 10. Et elle va recevoir en plus pour les secrétaires, le secrétariat, etc., qui est dans le même budget sans restriction, c'est toujours la colonne 1, va recevoir 2400,
j'ai mis, bon, peu importe, 1667 10% débit par étudiant brut. Ici, on ne les pondère pas. On considère que le secrétariat, pour le soutien, chaque étudiant a le même poids. C'est le même prix des secrétaires aux étudiants, quel que soit leur poids, mais pour l'enseignement, on pondère. Donc, il y a des étudiants pour lesquels l'université touche 3500 plus 1600, c'est 4000, 5000 quelques. C'est très important qu'elle touche ça dans son budget sans restriction de fonctionnement. C'est très important parce que si on peut monter, parce que les étudiants, ils payent un flat rate. Et le gouvernement considère que la marchandise qu'ils obtiennent est très différente entre eux. Mettons, l'étudiant de lettres, on considère, puis ça c'est une évaluation qui est observée, que les coûts observés de formation de l'étudiant de lettres méritent de la part du gouvernement 5 000 $. C'est moins qu'un étudiant de cégep en moyenne. Si c'est un flat rate que vous avez à l'université, puis on le monte à 4 000, l'étudiant de lettres pourra dire que je paye exactement pour tout ce que j'ai. Vous voyez le problème un peu vicieux qu'on a ici. On a un système de transfert social interne à l'université entre les étudiants dont jamais personne ne parle. Mais qui particulièrement devient une question cruciale quand on s'apprête à élever le flat rate. Je vous donne un exemple. Ah oui, j'ai eu la secrétaire, je suis gêné de dire ça devant mon directeur. La secrétaire fait des dépenses folles. Sachant que j'aimais mieux la craie que le PowerPoint, elle m'a acheté un petit machin en aluminium. Touché à la craie. Donc, on a aussi. On a 2 étudiants tout et partout à l'université qui payent 2 000 $ chaque. Politiquement, c'est pas bon ce que je dis là, parce que je sème la division. Et il y en a un qui a une marchandise qui est réputé de 4 000 $. Je prends les chiffres fantaisistes, on n'est pas loin, là, parce que l'étudiant net est réputé d'avoir coûté 5 000 $. Et l'autre a une marchandise, supposons, de 36 000 et qui paye 2 000. Ben, ensemble, ils paient 40 000. C'est à 40 000. Il y a 2 étudiants de partout. Un qui reçoit une marchandise de 4 000, l'autre une marchandise de 36 000. On raisonne là, comme une marchandisation de l'éducation. Et ils paient chacun 2 000, la paye. Ils paient donc ensemble 4 000, c'est-à-dire 10 %. Voilà, on dit que les étudiants paient 10 % de ce qu'ils obtiennent. D'ailleurs, cette manière de voir là est partout plein des journaux. On dit les étudiants ne paient que 12,7 % de leur formation. C'est ça que je sais. Mais on dit ça des étudiants. Si on va voir dans le détail, 10 % dit celui-ci, je devrais donc payer 400. 10 % qu'on paie, nous les étudiants, dit celui-là, je devrais donc payer 3 600. Donc je sais que je paye juste 2 000 parce que le transfert social de 1 600 $, de lui, vers lui. Ça, on s'en tape tant que l'université est gratis ou pas loin. Chacun suit sa voie. Ça coûtera plus cher se former en étalagiste dans le domaine de l'épicerie. Ça coûtera 5 fois plus cher que la poésie slave. Si ma voie c'est la poésie slave, que l'université est ouverte et libre, je m'en fous qu'il coûte les yeux de la tête celui qui est en train d'apprendre les meilleures méthodes d'engraisser les cochons. Mais si tu augmentes trop le flat rate, ça va devenir une question. Parce que si tu fais passer le flat rate à 4 000, lui, il paye 100% de sa marchandise. L'autre, il vient juste de passer à 20%. Et le transfert implicite social va être de 3 200 $. Ça minute, du coup, là. Je transfère, puis en plus, donc, le comité des sages de Bouchard avec les Cyrano se sont penchés là-dessus, ils savent bien, eux, ils savent. Ouais, monter. C'est ordinaire, je veux dire. Il faudrait les augmenter par échelonnement, les augmenter pas en lettres, un peu là, beaucoup là, puis peut-être jusqu'à 5 000 en médecine, je ne sais pas, en nature. Et on dit on va échelonner.
selon les revenus anticipés. Ils ont bien compris que tu ne peux pas exiger un trop grand transfert social à l'intérieur de l'université au moment où tu es en train de dire il faut que chacun fasse sa part, tu es en train de mettre en place un système où moi je fais la part de l'autre. Attends une minute, tu ne peux pas me casser les oreilles avec chacun sa part si tu es en train de m'obliger à faire la part de l'autre. Donc ils savent ça, ils se disent on va échelonner. Et notre doyen a argumenté contre cette stratégie-là, d'échelonner les frais de scolarité. Ça va être un affaire extrêmement vicieux parce que on va stratifier les formations. Il y a des formations qui vont être comme celle de Bloom offre en affaires. Elle fait venir Soros pour une conférence, ça coûte les yeux de la terre. Mais elle forme juste des enfants de l'élite qui arrivent déjà au début du Master of Business Administration avec un complet pour pièce, une chaîne en or, etc. Ils ont des conférences de Soros, ils vont au cercle de Bilderberg, sont invités comme participants à Davos, ils payent 35 000 $ par année, c'est une initiation à l'élite des affaires, puis l'université offre ça à leur charge. Donc ça, si tu fais ça, si tu généralises le programme des Torneaux, en disant que les étudiants vont payer non seulement échelonnés, mais ils vont payer selon Bouchard proposait selon les revenus attendus. Ben, il y a des formations extrêmement payantes qui vont charger de plus en plus cher. Des formations vraiment pas payantes qui vont coûter de moins en moins cher, puis tu vas stratifier les classes sociales encore plus. Il y aura juste les gens de telle classe sociale dans telle profession. Les professions vont être identifiées à une strate de la société. Puis ça va mettre en place un cercle vicieux, because on va contingenter, on va rendre notre formation encore plus intéressante. On va la contingenter, on va faire comme l'État a toujours fait, on va limiter l'entrée, on va se trouver à augmenter les coûts observés, le coût par étudiant va augmenter. La subvention qu'on va obtenir, la partie qui va continuer à être subventionnée, va donc croître avec l'augmentation du coût observé. Alors, il y a des côtés des gens qui vont faire augmenter le coût observé, qui vont faire augmenter le part de subvention, puis de l'autre côté, ça va s'en aller comme ça, puis l'université va devenir un système de reproduction d'extraction. Donc, on est pris, comme disent en grec, entre une roche et une place dure, c'est-à-dire, si on augmente le flat rate égal, on augmente le transfert social. Si on échelonne, on transforme l'université en machine de stratification sociale. What to do? Le problème des transferts sociaux que réalise l'université en formant des étudiants pas chers et des étudiants très dispendieux, c'est un problème qui n'existe pas tant que c'est pas cher. Ou tant que c'est gratuit. Peter Bloom, une journaliste nous a encouragé 2 après-midi de l'école, fait une enquête là-dessus, puis elle commence à 0. 2 fois, elle me dit, elle me rappelle, ah oui, mais je viens de parler à Mme Etterblum. J'ai dit, si vous me citez Mme Etterblum encore une fois, je vous accroche en face. Mme Etterblum, maintenant, 1 million par année, elle est sur 60 compagnies, puis c'est pas une référence, c'est une de la justice sociale. Mme Etterblum qui disait, j'ai bien le droit de faire ma formation à 30 000 $, parce que, autrement, si je l'avance cette formation à 2 000, au prix défini par le gouvernement, quel qu'il soit, je me trouve à taxer mes étudiants de lettres pour qu'ils forment mes... Mais j'ai dit, Mme Etterblum, elle vous a livré là, la formule générale de l'université. C'est pas juste à McGill vers Business Administration qu'il y a un transfert. Il y a un transfert entre les étudiants sociaux puis les étudiants de consommation. Il y a un transfert entre les étudiants de lettres et les étudiants de foresterie. Et je trouve ça important. Qui sont tolérables tant qu'on ne touche pas trop à la tête. Après ça, il va falloir choisir. On échelonne ou on passe tout au marché. C'est pas notre problème. Revenons à nos affaires. Donc, vous voyez que l'étudiant pondéré, il y a un problème. C'est la base du financement du l'université. Alors, revenons à notre donnée. Tout à l'heure, on prend le premier chiffre en haut, à droite, du budget de l'université, le total des droits de scolarité payés par les étudiants à Laval. Je l'ai mis en dollars courants, en dollars constants, et maintenant, A6, idem, je crois, mais en constant. Bon, la voilà. Que c'est pas là, tout à l'heure.
Peut-être que j'ai marqué ici. Oui, on va pas sauter. Ça ici, c'est donc la subvention qu'on a vue tout à l'heure de 302 millions, là, la subvention du ministère. C'est une partie importante du fonds sans restriction. C'est un gros morceau du fonds. La subvention du ministère qui tombe dans la première colonne. Je vous la mets ici par EETP puis en dollars de 2010. On voit que le ministère donnait 14 500 $ par étudiant en dollars d'aujourd'hui. Qu'avec l'augmentation des frais, il a baissé à 11 000, puis il y a eu un petit creux qui est revenu dans les 12 000. On dit 12 000 quelqu'un dans les journaux. C'est la subvention par étudiant brut que l'université donne. On sait qu'il y en a pour lesquels le ministère donne 5 000, on sait qu'il y en a pour lesquels le ministère donne 30 000. Il y a moins de ceux-là que de ceux-là, ce qui fait que ça fait une moyenne de 12 000. C'est ce que le ministère donne selon la pondération des différents étudiants. Si on ramène ça à la moyenne des étudiants, ça a varié entre 10 et 15 000, avec une tendance à la baisse. Et c'est la subvention qui rentre à l'aval, c'est la moyenne de la subvention qui est donnée dans la province. Je vous ai mis ce chiffre-là ici. Autrement dit, après avoir examiné la part des étudiants, son évolution historique, je vous donne ici la part du maire, du ministère. Et la part du ministère est à la baisse. Et je vous donne en haut le budget total de l'université, qu'on a mis là pour le mettre rapidement. C'est le dernier chiffre qui est le 800 millions de dépenses totales de l'université. Pour illustrer le fait qu'on est revenu dans les standards internationaux des pays scandinaves. Une place à l'université, ça coûte 25, 26, 27, 28 000. Sauf en Europe, en France, ça coûte 10 000. Les portes s'arrachent aussi, les toilettes ne marchent pas. C'est sous-financé, l'université française. Mais dans les pays scandinaves, dans la plupart des pays anglo-saxons, au Canada, c'est à peu près ça le prix d'une place. Il y a eu un creux dans le milieu, puis on est revenu après le prix de la place universitaire en dollars aujourd'hui est la même. Ça coûte chaque siège d'un étudiant coûte 25 000 $, comme quand j'étais aux études. Puis pendant ce temps-là, le ministère, sa subvention de base, qu'on l'appelle, a diminué. Entre les deux, l'argent a été remplacé par l'argent de recherche. Parce que dans le total qu'on fait ici, on a le total plus la recherche. L'augmentation des subventions de recherche, ça commence à peu près ici. Qui fait comme ça un alentour de 30% du total. Donc, ici, vous voyez le portrait global. Passons à l'autre, j'ai oublié ce que c'est. Et on a fini, c'est ça, on a mis notre chiffre en haut à gauche, le droit de scolarité des études payées par les étudiants par EETP en dollars d'aujourd'hui. Il y a quelqu'un qui nous a scoopé dans le devoir ce matin, il a calculé ça à partir des chiffres du ministère pour les années 70, les années 80, les années 90, c'était 2500 et 600, un peu forcé, et après ça, revenu à 2800. C'est ça que ça monte. Par étudiant, les droits de scolarité, puisque c'est un flat rate que tout le monde paie, par étudiant complet, les droits de scolarité en dollars aujourd'hui sont passés de 2500 à 2000, pour vous, 500. Autrement dit, moi, non, je ne peux pas vous parler de haut et dire comme un certain coach, vous payez pas le prix. Je ne peux pas dire ça. C'est aussi cher que moi. Mais il y a des gens ici, puis de toute manière, c'est pas dit que ça c'était le norme. Il y a des gens ici qui ont payé cher à l'université. Il y a eu la contribution étudiante jusqu'à temps que Ryan, la dégèle, a fatalement, puisqu'elle était gelée, il y avait des inflations dans ces années-là, a fatalement représenté une part de plus en plus petite. C'est ça que dans les journaux, ils appellent la part des étudiants. Ils disent la part des étudiants est actuellement, puis regardez les droits de scolarité parallèles en constant. Ils disent la part des étudiants n'est pas en pourcent. Est en dollars ici. OK. Où est-ce qu'il est maintenant? On va le prochain graphique ici.
OK? Je reviendrai. C'est en dollars d'aujourd'hui. Vous payez 2500 comme il y a 40 ans. Puis il y a des gens qui ont payé en dollars d'aujourd'hui autour de 5, 6, 700 par étudiant. Passons là-dessus. Sautons là. Je vais vous dire ici maintenant, je vous ai montré deux choses. L'évolution de la subvention du MEL, de 14 000 à 11 000 par étudiant, en moyenne, subvention du MEL, qui est baissée. L'évolution de la subvention que les étudiants font, qui a commencé à 2500, qui passe à 600, qui revient à 2500. Puis les deux ensemble font le budget de fonctionnement de l'université. C'est une partie de notre dossier Excel. Si on additionne les droits de scolarité, comme ils ont été payés historiquement, la subvention du MEL, on continue là, on varie entre 84 à 90 %. Autrement dit, l'Université Laval fonctionne avec deux affaires. Le 2500 que vous leur donnez, puis le 11 000 par étudiant que le ministère donne. Ça, c'est 84 % de la réalité de l'université. Continuons. On a ici, finalement, on vient à la contribution étudiante, puis là, je la mets, comme font tout le monde dans les journaux, je la mets sur le budget de fonctionnement de l'université, la colonne sans restriction. Sur la colonne sans restriction, historiquement, la contribution des étudiants a pesé 14 %. L'université coûtait, supposons, 100 millions pour fonctionner. L'enseignement, les étudiants fournissaient 14 %. Ils ont baissé à 6 %, puis ils ont remonté à 14 % dans ce point-là. Depuis un bon bout de temps, d'ailleurs, avec un sommet des frais afférents qui n'étaient pas réglementés, il y a eu une bulle de faux frais afférents. C'est ça qu'on appelle dans les journaux la part des étudiants. On dit les étudiants en 2008 avaient une part de 12,7 %. Ça, regardez comment Laval est un bon exemple, un bon échantillon. Ça pourrait être très différent selon les universités, ça. Ce 12,7 % de la part des étudiants en 2008, si vous regardez Bischoff, ils ont dit que des étudiants qui pèsent 1. Donc, le flat rate que payent les étudiants à Bischoff autour de 2 000 par année, il est beaucoup plus important sur le total de Bischoff que de l'université, où en plus, je ne sais pas si vous voyez, le budget de fonctionnement de l'université est engraissé par des étudiants de doctorat qui rapportent 40 000. Donc, la part des étudiants, elle va varier beaucoup d'une université à l'autre. Or, pour la moyenne provinciale, c'est 12,9, 12,8, puis pour Laval aussi. Nous, preuve de la qualité de l'échantillon. En 2008, c'était 12,8 % exact. Si on regarde cette cuvette-là, 30 secondes. Il y a des gens actuellement qui ont un très mauvais sales pitch. Le sales pitch, c'est un discours de vendeur. De dire, il faut que les Québécois fassent leur part. Parce que si on prend ceux qui tiennent ce discours, ils peuvent vous dire, faites votre part comme aux États-Unis, ou faites votre part comme ailleurs au Canada, puis ils ne peuvent pas vous dire, qu'ils fassent bien attention, à mon avis, si j'étais vous, vous seriez là. Ils ne peuvent pas vous dire, faites votre part comme nous. Parce que Mme Beauchamp, Mme Beauchamp a diplôme de psychologie de l'Université de Montréal en 85. Jean Charest, diplôme de droit de 1981. Jean-Marc Fournier, diplôme de droit de l'Université de 1981. Cuvette. Julie Boulet, diplôme de pharmacie de l'Université de 86. Cuvette. Cuvette tout le long d'ailleurs. Kathleen B, droit McGill, 82. Cuvette. Cuvette. Pierre Corbeil, Cuvette. Geoffroy Kelly, histoire McGill, Cuvette. 85. Bravo, Cuvette. Tous les gens sont dans la cuvette. Ils ont fait l'université, quand elle coûtait relativement à aujourd'hui, 3 fois moins, c'est ça. Ils payaient 6 % de ce que ça coûtait, la marchandise qu'ils ont eue. Ils en payaient 6 %, vous en payez 15 %. Donc, 3 fois moins. Il y a un problème intergénérationnel ici. Peut-être que ça ne veut pas dire qu'ils ont tort, peut-être que vous ne payez pas assez, mais il y a un problème intergénérationnel. C'est que la génération, on va l'appeler X, mérite de réfléchir sur la génération X. La génération X, effectivement, c'est des beaux petits cheveux. La génération X,
c'est une génération pas drôle. Ils sont nés en 60. En 60, les Québécois, ils s'en produisaient 150 000 par année, 145, 157, 144, 143, 147, 150, 147, à 61, 62. On a une gigantesque génération. On est en 60. Puis ils sont arrivés à 20 ans, 1980. Puis 1980, avoir 20 ans, 80, c'est un très mauvais choix de carrière. C'est une mauvaise décision d'avoir 20 ans, 80. Les syndicats, l'économie, les 30 glorieuses sont terminées, puis c'est la contre-attaque des multinationales sur l'économie. Les syndicats laissent tomber les jeunes. Ils disent on va sauver nos salaires à 30$ de l'heure. Pour les jeunes, on va leur permettre d'entrer chez Bombardier aussi, mais à 7$ de l'heure. Clause orphelin. Les gens qui arrivent, ils ont 20 ans. C'est la génération la plus nombreuse, ceux qui sont en 60, la plus instruite, parce qu'ils sont embarqués dans le système scolaire, qui est le produit du modèle québécois, nationaliste, féministe, syndicaliste, toutes nos is des années 40, 50, 60, 70, ben, toutes nos is de 40, 50, 60, 70 se cassent la gueule en 80. Puis là, il y a des centaines de milliers de gens qui ont 20 ans commencent leur vie. Le chômage est à 17 %. Le taux d'intérêt est à 20 %. Simon nous disait qu'il a déjà payé une hypothèque à 21 %. Quand vous êtes jeune, là, vous faites partie des débiteurs. Vous êtes des emprunteurs. Vous voulez vous marier, acheter une maison, acheter un char, etc., puis vous paierez plus tard. L'intérêt à 20 %, tu ne peux pas commencer dans ta vie. Le débiteur est pris à la gorge au départ. Il ne peut pas s'acheter une maison, ça donne bien, il ne travaille pas. C'est la première génération de chômeurs instruits. Ils arrivent en 80, ils ont 20 ans, il y a toute une excitation des boomers, les Beatles, l'indépendance. Ça se casse la gueule en 80. C'est la déprime générale. Les clubs marxistes-léninistes ferment. Les femmes arrivent sur le marché du travail à plus de 100 000. Les clauses orphelins, le taux d'intérêt, le taux de chômage, le chômage instruit. La globalisation, la génération X commence comme un faux départ. Évidemment, Jean-Jacques a dit qu'on a appartenu beaucoup au développement de ce qu'on appelle l'identité victime. Simon dit qu'ils sont une génération massivement prise dans la privation relative. C'est-à-dire, c'est pas tellement que leur vie a été un enfer à initier. C'est que, relativement au mouvement général de la société, il arrive à 20 ans, 1 demi-million, puis on a vraiment changé de mode. C'est plus les jeunes ont raison. C'est une génération très, très silencieuse dans sa vingtaine, très tassée de côté, très qui regarde les gens de 30 ans, les fameux boomers, qui ont pris toute la place, qui les écrasent, puis eux sont en chômage. C'est vrai! Mais ils ont développé aussi, dit Badiou, des attitudes pétainistes. Les attitudes pétainistes, ça consiste à dire ceci. Si c'est ça, la solidarité québécoise, le chômage, l'incapacité de commencer sa vie, les clauses orphelins, ben, autant laisser rentrer le système. Call the empire. On va être pour le système. Fini les maudites affaires de québécitude, de toutes les listes. Ça vous donne Radio X. Radio X, c'est tout du monde qui ont. C'est tous les gens de cet âge-là. C'est des grands garçons, ils ne peuvent pas se marier, ils ne peuvent pas finir leurs études, ils sont à la radio et ils gueulent contre la québécitude, contre la solidarité, contre le syndicalisme, contre le féminisme, contre le nationalisme, contre l'indépendantisme, contre la contre-culture, contre le pot, contre les manifestations, contre tout, vive Metallica puis les Américains. C'est normal. Et maintenant, ils sont au pouvoir. Les idéologies victimaires qui sont développées à contre-attaque. Forget fait des conférences pour dire le modèle québécois des années 60 est un handicap pour le Québec, il faut en sortir. Fait une conférence à la Bibliothèque nationale. Abba, l'autre fois, Bachand dit il faut revenir à une culture de l'implication personnelle comme des années avant les années 50, avant les années 60. Il y a ça une révolution culturelle. Autrement dit, maintenant, c'est en position d'abattre le modèle qui les a laissés tomber. Et c'est d'une manière absolument sans gêne qu'ils vous disent moi, nous autres, on a survécu les victimes de la génération X et on n'a pas l'intention de payer d'impôts.
Bachand dit toutes les flat rates que je mets 200 pièces ici, 600 pièces là, etc., c'est neutre. Ça n'accroît pas la fiscalité. Parce que j'ai diminué l'impôt sur le revenu. Autrement dit, autant ou moi, les gens de 50 ans, ce serait venu le temps de payer, ils ne veulent pas payer, puis ils disent aux gens qui sont soignés, ou qui vont à l'école, etc., ils viennent pas assez d'impôts des garderies. Bachand nous a annoncé que les garderies à Saint-Laurent s'achèvent, tout sauf la santé va être soumis à la règle de payer votre juste part. Et la santé Donc, de base. Pardon? La santé de base. Oh, la santé de base! C'est une nuance qui a échappé. La podiatrie, ça va faire. Non, mais écoutez, il y a quelque chose ici, on a un problème générationnel. Là. On ne peut pas faire. Ça serait plus facile pour eux si, après 50 ans, que tout le monde a contribué également à l'université du temps de ses études. Donc, pendant 50 ans, tout le monde est là. Si quelqu'un, tout à coup, vient vers moi et dit écoutez, les gens, on change de modèle. Là, on ne pourrait pas soupçonner des intérêts générationnels. Là, ça fait peur. Ils ont comme un problème de crédibilité. Bon. Passons par là. Venons à mon deuxième item, je m'excuse, c'est un peu long, 1 heure, encore 15-20 minutes pour aller vite, sur une autre chose qui ne concerne pas votre affaire, qui concerne l'évolution générale de l'université, c'est la formation des 3 universités avec le levier. Parce que c'est effectivement une question d'un effet de levier avec le levier des fonds de recherche. Je dis, l'Université Laval, c'est une erreur de voir une université. Il y a 3 universités, et dans 2 de celles-ci, la crise universitaire, les difficultés universitaires, le sous-financement universitaire, les problèmes universitaires, ça n'existe pas. J'étais sur des comités interuniversitaires au syndicat de Rocatopé, mes collègues de médecine, de génie, ils ne savent pas de quoi on parle. Du refinancement, ça va mal. Ils disent l'argent nous sort par les oreilles. On a de la misère à avoir assez d'étudiants de doctorat pour engager pour la totalité de nos fonds de recherche. Je dis d'en jeter à l'eau un peu. Donc, il n'y a pas 3 manières. Je veux dire, il n'y a pas le problème de l'université, puis il faut du refinancement. Il y a 2 universités pour qui le problème existe. Mais voilà, les 3 universités, on les présente en pourcentage. Les humanités, pour obtenir ça, il faut regrouper les 16 facultés de l'université, il faut regrouper les 9 facultés des humanités, puis il y a quelques broutilles qu'on pourrait choisir. Psychologie, il faudrait en mettre une partie en santé, une partie en humanité. Bon, j'ai mis la faculté psychologie qui est dans la faculté de sciences sociales et des humanités. Donc, 9 facultés de l'université qui sont l'université des humanités. Qui appelle ça, qui a inventé ça, l'université des humanités? Les organismes conventionnels. Ceux qui font rentrer l'argent nouveau qui rentre à l'université après l'avoir coupé dans l'université générale, rentre dans les 3 universités par 3 portes séparées, selon 3 critères séparés, puis c'est bon. Alors, ils ont inventé cette distinction pour l'université Laval, qui est une université complète, qui a médecine, génie, comptabilité. Donc, on a le tout. Contrairement à Bishop, ils ne sont pas au courant de ce qui se passe dans l'université de la santé. Ni l'UQAM, ils ne sont pas au courant de ce qui se passe. Nous, on est au courant, on a le tout. Les 9 facultés qui sont des humanités, 4 facultés de sciences et génie, 3 facultés de sciences et génie qui sont sciences et techniques, et 4 facultés de santé. 16 facultés, 3 groupes. Ce sont les 3 groupes, et ceci, c'est EEETP, c'est leur nombre d'étudiants. Les humanités à Laval sont à 60%, à l'échelle canadienne et à l'échelle occidentale, sont plutôt à 65-66%, et c'est une proportion très constante. C'est un peu plus bas à Laval, parce que Laval est une université big en génie et en santé. Ça diminue un petit peu notre proportion d'humanité par rapport à la proportion nationale. Les universités périphériques, surtout des universités. L'université des sciences et techniques perd un peu des clientèles, et on assiste à la montée constante de l'université de la santé. Si compté en termes d'étudiants. Donc, je vais aller comme ça, présentation rapide des 3 universités, leur comparaison. Si on passe au prochain graphique,
c'est les diplômes. On a vu les trois universités que 60 quelques %, c'est les humanités. Ici, on a, chacune des trois universités-là, le nombre de diplômes de deuxième et troisième cycle. Non plus le nombre total d'étudiants dont ils s'occupent, mais le nombre d'étudiants qui diplôment. Et on a ça en pourcentage. Entre 80 et 60 des diplômés d'une université Laval, puis d'une université au Canada, d'une université au Québec, entre 60 et 70 sont des diplômés des humanités. 20 sont des diplômés de sciences et techniques, et autour de 15 sont des diplômés de sciences et santé. Ici, là, je vais vous dire un truc à propos de ça, cette composition entre trois universités. Il y a toute une idéologie qui est partie aux États-Unis il y a 10 ans, qui est en marche, dans les cercles internationaux de gestionnaires de l'université, qui est un slogan, un programme qui s'appelle Downsizing the Humanities. Les humanities, en fond, c'est trop gros. Les gestionnaires de l'université ne croient pas aux humanités parce qu'ils ne connaissent pas Colin Clark. Ils ne connaissent pas la théorie des secteurs et ils sont convaincus que dans une théorie chinoise où tu veux attirer le grand capital, tu vas attirer le grand capital avec du diplômé de chimie. Et donc, dépense pas trop d'argent dans l'humanité. L'économie du savoir, c'est chimie, génie génétique, comptabilité, bien ça, c'est des humanités, là. Etc. Et ils ne croient pas aux humanités, puis ils croient qu'il faut downsizer les humanités. Alors que tout le monde a démontré que dans une économie du savoir, qu'il est destiné à y avoir de plus en plus diplômés des humanités. C'est la manipulation de symboles, c'est le traficotage de signes, c'est le traficotage des idées, de la pensée, des rapports humains, etc., qui va occuper de plus en plus de main-d'œuvre. Parce qu'il va arriver aux autres secteurs, qu'est-ce qui est arrivé à l'agriculture du temps de Washington, il était 90% de la population travaillait dans l'agriculture aux États-Unis. Ça s'appelle le secteur primaire. Aujourd'hui, c'est 1%. Et ils produisent pour 2 fois plus que les États-Unis. Pourquoi? Parce qu'il s'est développé un secteur industriel qui a absorbé jusqu'à 45% secondaire, jusqu'à 45% de la main-d'œuvre, et qui produit de la machinerie pour le secteur primaire. Puis ce secteur primaire-là, lui, maintenant, ce secteur secondaire s'est mis à comprimer parce qu'il devient de plus en plus efficace. Et fatalement, un jour ou l'autre, une économie du savoir, c'est 1% dans le primaire. Écoutez, il y a des gens qui pilotent des engins qui ont pas comme la classe, qui travaillent dans les mines, à chaque fois qu'ils prennent une bouchée, c'est la moitié du domaine. Pourquoi j'en ai 100 000 dans le Grand Nord qui travaillent à cette vitesse-là? Il n'y a plus de Grand Nord dans 5 ans. C'est d'une efficacité épouvantable. Et donc, tu vas avoir 1% dans le primaire, tu vas avoir 2-3% dans le secondaire. Ça va être, c'est comme les chimistes qui font de l'essence de vanille dans des réservoirs de stainless qui travaillent en continu avec des bactéries qui font de l'émulation de vanille. Il y a deux tanks de stainless à quelque part aux États-Unis qui font toute l'essence de vanille de l'humanité. Alors ça, c'était Madagascar au grand complet. Donc c'est une efficacité épouvantable, puis ça ne prend pas 40 chimistes pour surveiller les cadrans, ça en prend quelques-uns. Donc, le secteur secondaire aussi, qui est sciences et techniques, va être comprimé. Et il dit, Allen, un économiste, le seul secteur qui est en croissance chez les diplômés, c'est le secteur des humanités. Pour donner des massages à l'âme ou au corps, c'est une personne par massif. Il n'y a pas de gain de productivité. Une classe de première année élémentaire, quand il y en a 20 dans la classe, c'est tout. Comment c'était vrai pour Socrate, ça va être vrai encore dans 100 ans. Il n'y a pas de gain de productivité. Et plus la société va être instruite, plus il va y avoir des petits bobos à la tête, à l'esprit, aux signes, aux annonces, aux publicités, à la manipulation de signes, plus les diplômés des humanités vont continuer de s'élever. Un jour, il va y avoir 1% dans le primaire, 1% dans le secondaire, 98% dans le tertiaire. Donc, les gens qui ne croient pas aux humanités font une erreur, puis nous surfinancent les mots technologie parce que, je ne suis pas contre, mais parce que, en plus, c'est un bon moment, un bon moyen pour attirer le grand capital. Il y a eu une erreur de perspective.
Prochain, donc on continue nos 3 familles. Nombre de profs par famille. Les humanités, à Laval, c'est vrai, c'est downsizing des humanités. On commence par downsizer le nombre de profs. Le nombre de professeurs à l'Université Laval dans les humanités, les 9 facultés d'humanité, c'est 49%, sont rendus à 41%. And still going down. Ceux-ci et ceux-ci, dont on a vu que le nombre d'étudiants et le nombre de diplômés ne croissait pas, il y a de plus en plus de professeurs, de moins en moins, puis en haut, on a vu que le nombre de diplômés croissait, le nombre d'étudiants était stable. Autrement dit, on est dans une entreprise où on va faire, en humanité, de plus en plus de diplômés avec de moins en moins de profs. Pendant qu'on va faire, dans les deux autres secteurs, de moins en moins de diplômés avec de plus en plus de profs. Donc, il y a un coût ici. Ça coûte très cher ce qu'on est en train de faire. On va voir, en continuant avec un autre graphique, qui est les fonds de recherche, la colonne 2. Quand on a décidé qu'on pilotait l'université avec la colonne 2, on s'est dit à mettre des fonds de recherche, on dit, ça c'est le pourcentage des fonds de recherche selon les 3 universités. En 70, les 3, ça commence en 74, les 5-6 ans avant, les 3 étaient quasiment égales. En 70. Ici, ça commence déjà à se distinguer. Oui, c'est vrai, 50%. Les sciences et techniques, que j'avais dit que j'avais fait une erreur, mais c'est bon. Et on va monter les sciences et santé. Les sciences et santé coûtent de plus en plus cher. Ils ont de plus en plus de subventions. Évidemment, il y a des grosses machines qui sont à faire. On peut dire que c'est justifiable. La machinerie coûte de plus en plus cher. Les cadavres qu'on doit acheter un tiers-monde pour apprendre à disséquer. C'est bien. Ça, c'est la proportion des fonds de recherche. La proportion des fonds de recherche qui vont aux humanités, qui est, ces temps-ci, on dit dans les journaux, c'est 11-12%, mais c'est 70% des diplômés. Et les fonds de recherche, quand on s'est mis à domper les fonds de recherche dans les universités, par secteur, par catégorie, c'était au nom du fait, parce qu'avant ça, c'était donné aux universités qui les redistribuaient en leur sein comme on entendait. Maintenant, on a externalisé la régulation. Quand on s'est mis à faire ça, on s'est dit, dans les cycles supérieurs, on ne peut enseigner à chercher qu'en faisant de la recherche. Tu peux enseigner à la recherche qu'en faisant de la recherche. Et pour que les professeurs fassent de la recherche, pour enseigner à chercher, il faut qu'il y ait de l'argent. Or, on a 70% des diplômés de l'université qui sont produits avec 10% de l'argent. Vous allez me dire, c'est moins cher les humanités enseignées. Mais quand même, un étudiant qu'on veut engager sur une recherche et qu'on veut qu'il vive de sa recherche pendant qu'il étudie, il paye le même prix chez McDonald's. Donc, comment tu vas faire 70% des diplômés en les engageant avec 10% des revenus? Il y a un problème. On va faire de plus en plus de diplômés dans les humanités avec de moins en moins de profs et avec de moins en moins d'argent qui continue à descendre. Donc, on a un problème de modèle. Et quand on dit le refinancement universitaire, c'est une espèce de leurre. Il y a de l'argent à l'université, dans 30-40% de l'université, autant qu'il peut en avoir. Mais on laisse crier le 60% de l'université qui dit « Oh, manque d'argent, on laisse crier. Parce que ça nous sert d'argument pour dire « Bon, ben, les étudiants, faites votre part, bon, rien. » Mais faites votre part au profit des étudiants qui sont dans les secteurs où ils ont déjà trop d'argent. Transferts sociaux, vous expliquez tout à l'heure. Il y a un problème dans tout ce discours. Il y a un problème grave. Faites votre part alors qu'il y a de l'argent en masse, puis en faisant une plus grande part, vous allez en envoyer plus là où il y en a en masse. Puis ça vous est dit par des X qui ont eu l'université gratis. Il y a quelque chose qui ne marche pas dans le discours. Ça n'a pas été planifié, ça. Il ne faut pas croire. Continuons dans les graphiques pour aller vite. Ça ici, c'est le calcul de productivité. Alors, faisons comme le gouvernement, maintenant, je calcule la productivité. Le nombre d'étudiants par professeur. Il croit en humanité. Une grosse surprise. Je vous ai montré tout à l'heure qu'on avait essayé le nombre de professeurs de 60 à 40%. Donc, le nombre d'étudiants par professeur. La productivité. Et ça, c'est une mesure de productivité. Prochain tableau.
diplômés par professeur. Le nombre de diplômés fabriqués par les professeurs des humanités croît. Pas de surprise, il diminue le nombre de professeurs. Pendant que les deux autres sont à peu près stables. Au tableau, fonds de recherche par diplômé. Je vous ai montré que ça se croisait tout à l'heure. Vous allez me dire, c'est pas gentil ou c'est pas correct de calculer ça comme ça. Les fonds de recherche qu'il y a en santé, des fois ça paye la bâtisse, des fois ça paye le scanner, des fois ça paye les cobayes, des fois ça paye les tests de médicaments. Oui, mais comme la justification, c'est il faut des fonds de recherche pour engager le chercheur, pour l'habituer à chercher. Ben moi, je vais calculer les fonds de recherche par chercheur que tu formes. Je sais que d'autres frais. Un comptable qui a calculé que 40% des frais de recherche, c'est séjour, transport, avion et restaurant. C'est d'autres frais dans la recherche. Allez donner une conférence à Casablanca, il y a quelqu'un qui m'a invité une fois à la réunion des présidents de l'Université du Maroc, qui ont payé tout, ça leur a coûté 5 000 $. Je faisais une conférence d'une journée et demie, on vient de venir. Puis je lui avais dit la même chose que vous. Ça leur coûte cher, Je comprends ça, mais là, moi, je ramène les frais de recherche au nombre de diplômes. Et 350 000 en santé, and still growing, c'est 200 000 en sciences et techniques, puis ça reste aux alentours de 17-18 000 dans les humanités, par diplôme, de fonds de recherche. Puis après ça, il y a des choses insultantes dans le vie. On a un rapport qui a été fait par l'Université Laval, étude de la trajectoire des diplômés, c'est-à-dire le deuxième, troisième cycle. Vous savez par quoi ça arrive? Ça arrive à une condamnation sans appel des pratiques dans les humanités. Dans les humanités, les étudiants ne sont pas intégrés à des groupes de recherche. Les professeurs ne leur offrent pas de bons emplois pour faire leurs études pendant qu'ils font de la recherche. Dans les humanités, ce sont même les étudiants eux-mêmes qui choisissent leur sujet de recherche. C'est épouvantable. Ce sont même les étudiants eux-mêmes qui, etc. Et il te compare à un modèle où l'étudiant fait sa maîtrise ou son doctorat enserré dans une équipe qui lui fournit un échantillonnage, un paradigme, une question de recherche, qui dit voilà, brasse tes éprouvettes, quand tu auras fini, écris ça, puis dépose ton mémoire. C'est un travail qui est encadré à grands frais dans des équipes extrêmement financées. Et c'est scandaleux ce qu'ils font des humanités. Les étudiants, ils financent leurs études en travaillant au restaurant, ils choisissent leur propre sujet de recherche, pas surprenant s'il y en a beaucoup qui se découragent. Ben oui, mais ce montant-là, 10% des frais de recherche qui rentrent dans 70% de l'université, il n'est pas décidé à Laval, décidé à Ottawa, il est décidé à Québec. On baisse la partie qui va dans les humanités pour accroître les autres. Puis après ça, pourquoi on ne blâme pas les étudiants, dire les étudiants en humanité, vous êtes donc bien pas, je suis prêt là, tu ferais une job en recherche, là, comme tout le monde. Vous blâmez vous autres. Vous blâmez les profs. Ceci, c'est la représentation de ce qui se passe dans le système canadien. En général, les gens se plaignent partout de ce qui se passe. Est-ce que c'est notre dernière aspect? Dernière chose, une question incidente. On dit le privé, les subventions du privé. Ça, c'est les subventions de recherche au total à l'Université Laval en courant, comme je vois. Ouais. Et en bas, c'est de ce total-là la partie des compagnies privées. La compagnie des subventions de recherche privées. Le privé cherche l'effet de levier. Il ne cherche pas à donner de l'argent à l'université. Il cherche des effets de levier, il cherche des effets où avec peu d'argent, tu engendres beaucoup. Puis c'est très dépendant de la fiscalité. Ce graphique-là, quand j'étais dans les administrateurs, il y en a un qui me dit « Ouais, mais tu oublies tout l'argent qu'on va chercher dans le privé. » J'avais dit quand même, devant 200 moyens directeurs et directeurs de centres de recherche, d'équipes de recherche, de centres excellents, je leur avais dit « Arrêtez de me faire croire que vous allez chercher de l'argent dans le privé. C'est faux, comme A to Z. Ce que vous allez chercher dans le privé, c'est des dépenses fiscales. C'est des compagnies, puis le spécialiste de ces subventions de recherche du privé-là, le spécialiste canadien, c'est Deloitte, le gros cabinet d'avocats. Ils ont une page complète consacrée à ça. Ils disent que le Canada a le régime fiscal le plus généreux
pour la subvention d'une compagnie donnée à l'université. Tu donnes 5 millions à l'université, puis tu peux sauver 6 millions d'impôts. Alors, c'est une dépense fiscale. Qu'est-ce que la compagnie te donne? C'est de l'impôt que le gouvernement a dit, si tu le donnes à l'université, tu n'as pas besoin de le verser. Et à la différence de si la compagnie avait donné au gouvernement, et le gouvernement l'avait donné à l'université, le gouvernement aurait été obligé de le donner sans restriction. Tandis que quand la compagnie donne l'argent, elle garde l'argent public, c'est ça qu'elle fait. Hein? Si vous payez, vous n'envoyez pas votre chèque d'impôt au gouvernement, vous gardez de l'argent public. Tu gardes l'argent public. Au lieu d'envoyer mon chèque d'impôt de 55 000 $ au gouvernement, je le garde. Puis là, je cherche à faire quelque chose avec, puis je vais avoir un incident. Je le dépense pour le monde public, qui me l'a laissé. Puis je dis à l'université, ben recherche là-dessus. Et ça permet, encore une fois, d'avoir un grand effet de levier pour ce qui est de l'orientation des recherches. Donc, ceci, c'est la transformation des lois fiscales, d'abord au fédéral, puis ensuite au provincial, qui a fait ce saut-là. On a rendu la dépense pour recherche des compagnies payantes. C'est à la recommandation du grand cabinet d'avocats que ça a été rectifié, parce que là, c'est excessif. Il y a des compagnies qui font passer pour faire de recherche n'importe quoi. Et c'est quand même de l'argent public. En gros, ce que la compagnie ne verse pas à l'impôt, vous allez devoir le verser. On comprend qu'on peut dire ça c'est de l'argent privé, qui fait l'entour de. On est à 36, 37 millions. Ça n'augmente pas beaucoup, puis ça ne va pas augmenter, ça va décroître l'argent privé parce que l'effet de levier peut être obtenu à moindre coût. Et voici pourquoi. Parce que dans les programmes de subvention de la santé qu'on a vu tout à l'heure et des sciences et génie, il est mis dans ces programmes-là que les chercheurs universitaires doivent se trouver un partenaire du privé s'ils veulent l'argent public. Alors pourquoi la compagnie te donnerait l'argent? Assez que les chercheurs, s'ils veulent la subvention d'1 million du gouvernement fédéral, il faut qu'ils se trouvent une compagnie qui s'intéresse à leurs résultats. Et là, ils peuvent dire, j'ai une recherche intéressante en tête, d'ailleurs, elle intéresse Pfizer. Le gouvernement va dire, oh, Pfizer s'intéresse à tes recherches, je t'envoie ton million. Donc, la compagnie n'a plus besoin de faire de dépenses. Simplement, on a mis dans les programmes de subvention du CRSNG et des instituts de recherche en santé, systématiquement 2 clauses. Idéal, on va subventionner surtout ceux qui ont des partenaires du privé, on va subventionner surtout ceux qui forment du personnel, qui n'ont pas qui forment des étudiants. Écoutez, on a changé un mot, il faut le faire. Se donner la peine de réviser les 28 programmes de subvention dans le domaine des sciences et génie pour enlever partout le mot étudiant remplacé par le mot personnel. Ceux qui ont des partenaires privés, qui forment du personnel et qui ont des chances de brevetabilité. Qui font de l'invention de gadgets. Donc, il ne faut pas trop me casser la tête avec le privé en recherche, soit pour me dire, c'est une menace gigantesque, ils vont financer toute la recherche. Non, ça n'arrivera pas. Ni pour me dire, c'est l'avenir, grâce à l'argent du privé, il va y avoir beaucoup d'argent à l'université, ça n'arrivera pas non plus. L'université sont en train de l'avoir gratuitement. Quoi se faire? Bon. J'aurai des conclusions là-dessus, je suis là, c'est assez long. Merci.